Nous allons aborder ici l'utilisation de l'immunité adaptative en santé humaine. La vaccination préventive induit une réaction immunitaire contre certains agents infectieux, ce qui améliore les capacités de défense des individus et des populations. Nous allons nous demander dans cette séquence comment la vaccination permet de protéger les individus sur le plan individuel et les populations dans une approche plus collective. Commençons par étudier quelques exemples de vaccination. Dans cette première expérience qui est effectuée sur des cobayes, on travaille sur la tuberculose provoquée par une bactérie pathogène, le bacille de Koch, noté ici BK. On procède dans un premier temps à la vaccination du cobaye en lui injectant le bacille de Calmette-Guérin ou BCG, qui correspond à un bacille de Koch atténué, ce qui signifie qu'il a gardé son pouvoir immunogène, mais qu'il a perdu son pouvoir pathogène. 15 jours après avoir procédé à cette vaccination, on injecte à ce cobaye le bacille de Koch, le véritable agent pathogène, et on constate que le cobaye survit, ce qui montre que la vaccination a permis de développer une immunité spécifique dirigée contre le bacille de Koch. Les expériences suivantes sur les cobayes C, D, E et F consistent à mettre en évidence s'il s'agit d'une immunité qui passe par les anticorps ou les cellules tueuses. Si on prélève les anticorps du cobaye immunisé et qu'on les injecte à un cobaye non immunisé, auquel on injecte ensuite le bacille de Koch, on constate que ce cobaye meurt de tuberculose, ce qui nous permet d'affirmer que ce n'est pas une immunité basée sur la production d'anticorps. Si on prélève tous les lymphocytes du cobaye immunisé et qu'on les transfère à un autre cobaye non immunisé, celui-ci va survivre au bacille de Koch, mais si on transfère uniquement les lymphocytes B à l'origine de la production des anticorps, le cobaye ne va pas survivre. Le cobaye survit uniquement s'il reçoit les lymphocytes T, dont les lymphocytes T8 à l'origine des lymphocytes T cytotoxiques. On peut donc affirmer que la vaccination contre la tuberculose a développé une immunité à médiation cellulaire faisant intervenir les LTC. Étudions, dans une deuxième expérience, la vaccination contre la diphtérie. On vaccine un cobaye A à l'aide d'une anatoxine diphtérique qui est la version atténuée de la véritable toxine diphtérique. L'anatoxine a gardé son pouvoir immunogène mais a perdu son pouvoir pathogène. Si on injecte 15 jours plus tard la toxine diphtérique normalement mortelle au cobaye A, celui-ci va survivre, ce qui est la preuve d'une immunisation du cobaye. Comme précédemment, il s'agit maintenant de savoir si l'immunité est basée sur la production d'anticorps ou la production de lymphocytes T cytotoxiques. On prélève au cobaye immunisé une partie de son sérum, c'est-à-dire une fraction du plasma sanguin dépourvu de toute cellule, mais dans laquelle on trouve les anticorps. On injecte ce sérum immunisé à un cobaye B, à qui on va ensuite injecter la toxine diphtérique, et on constate la survie de ce cobaye. On peut donc affirmer que l'immunité passe par les anticorps. En effet, si on prélève sur le cobaye immunisé ses lymphocytes T et qu'on les injecte à un nouveau cobaye, il ne va pas survivre à la toxine diphtérique. Il s'agit donc ici d'une vaccination qui s'appuie sur une immunité à médiation humorale faisant intervenir les anticorps. On peut résumer quelques caractéristiques de la vaccination mises en évidence dans cette première approche. La vaccination consiste à injecter un élément qui a perdu son pouvoir pathogène tout en gardant son pouvoir immunogène. Le vaccin peut contenir par exemple un organisme pathogène vivant, mais atténué ou mort, ou un fragment de cet organisme, un morceau de paroi bactérienne ou d'enveloppe virale par exemple. Il peut aussi contenir des molécules isolées de cet organisme. Les vaccins de dernière génération, par exemple, sont basés sur la technique de l'ARN messager qui va permettre la production par l'organisme des antigènes viraux. Le principe du vaccin est de déclencher une réaction immunitaire. Un vaccin contient souvent un adjuvant, comme un hydroxyde d'alumine, du squalène ou d'autres composants dont nous allons mettre les rôles en évidence. Dans cette première expérience, on compare la réponse vaccinale à travers la production des anticorps lorsque le vaccin contient uniquement un antigène ou un antigène plus un adjuvant. On constate que la réponse immunitaire est bien plus importante lorsqu'un adjuvant est ajouté au vaccin.
Dans cette deuxième expérience, on étudie les effets de deux adjuvants différents lors d'une vaccination contre le papillomavirus responsable en particulier des cancers de l'utérus. Les deux adjuvants sont l'ALIN, un hydroxyde d'aluminium, figuré orange, et le MLP, un dérivé des lipopolysaccharides pariétaux des bactéries, figuré bleu. On étudie dans un premier temps la production des anticorps. On constate que le vaccin associé à l'adjuvant MLP est plus efficace. Si on étudie maintenant l'effet de l'adjuvant sur le nombre de lymphocytes B mémoire produits au cours de la phase de prolifération clonale, on constate à nouveau la meilleure efficacité du MLP. Dans le troisième graphique, on étudie la production de cytokines par les macrophages dans trois conditions. Dans la première condition, il s'agit d'un vaccin à des doses croissantes d'ALIN. On constate que la réponse immunitaire est très faible. Dans la deuxième condition, on constate que la production de cytokines par les macrophages augmente significativement pour des doses élevées de MLP. Dans la troisième condition, on combine dans le vaccin les deux adjuvants et on constate une amplification de la réponse immunitaire qui est donc potentialisée par les deux adjuvants. Le détail sur le mode d'action des adjuvants ne fait pas partie de notre propos, mais on peut dire en première approche qu'ils permettent de maintenir plus longtemps l'antigène dans l'organisme, ce qui va permettre une action plus longue du système immunitaire, ou alors que l'adjuvant va jouer le rôle d'aptène qui améliore la présentation de l'antigène aux cellules immunitaires. Nous allons aborder maintenant les caractéristiques de la réponse immunitaire post-vaccinale pour mettre en évidence comment les vaccins préparent l'organisme à une possible infection. On peut formuler les hypothèses suivantes, que les antigènes vaccinaux sont responsables d'une sélection clonale des lymphocytes immunocompétents, c'est-à-dire ayant le bon récepteur, d'une prolifération clonale des lymphocytes sélectionnés, et d'un stockage de lymphocytes mémoire sensibilisés à l'antigène qui pourront réagir plus tard en cas de réelle contamination. On étudie ici la réponse post-vaccinale à travers le taux d'anticorps produit dans le sang. Le premier contact avec un antigène entraîne une réponse immunitaire qui est lente et quantitativement peu importante. Le délai de mise en place de la réponse immunitaire est lié au temps nécessaire à la phase de sélection, d'amplification et de différenciation clonale. Ce délai, dans certains cas, peut être létal, car l'agent pathogène aura déclenché des dommages irréversibles avant que le système immunitaire ne soit efficace. Lors du deuxième contact avec l'antigène correspondant à la deuxième injection du vaccin, la réponse immunitaire est rapide et massive. Ceci s'explique par l'existence d'un pool de lymphocytes mémoire issu du premier contact avec l'antigène. L'intérêt de la vaccination repose sur l'existence d'un pool de lymphocytes sensibilisés à un antigène donné, afin d'obtenir une réponse rapide et massive en cas d'infection réelle. La vaccination permet aussi la production d'anticorps immédiatement protecteurs. On peut noter à ce sujet que la sérothérapie consiste à transfuser chez un individu malade des anticorps produits en laboratoire ou extraits chez un patient immunisé afin de faire face immédiatement à l'infection. Il s'agit d'une pratique d'urgence, mais qui n'a pas un effet sur le long terme et qui doit donc être suivie d'une vaccination. Dans une population, la vaccination n'offre une protection qu'au-delà d'un certain taux de couverture vaccinale qui bloque la circulation de l'agent infectieux au sein de la population. Cela résulte du fait que l'on peut porter et transmettre l'agent infectieux sans être soi-même malade, c'est ce que l'on appelle un porteur sain. En matière d'immunothérapie, on peut fabriquer ce que l'on appelle des anticorps monoclonaux. C'est un procédé permettant de produire de très nombreux anticorps identiques à visée thérapeutique. Pour cela, on réalise ce que l'on appelle un hybridome en fusionnant un lymphocyte B ou un plasmocyte avec une cellule de myélome immortelle. L'hybridome va alors se mettre à produire une grande quantité d'anticorps en laboratoire
que l'on pourra apporter à des patients qui en ont besoin. Les cellules cancéreuses expriment à leur surface certains agents antigéniques. Les vaccins thérapeutiques consistent à sensibiliser les cellules dendritiques et les macrophages à cet antigène afin de déclencher l'activation des LTC dirigés spécifiquement contre les cellules cancéreuses. On peut aussi utiliser les cellules CAR-T. Les cellules cancéreuses ou tumorales présentent à leur surface des antigènes particuliers qui sont propres à ces cellules tumorales et que l'on appelle des antigènes tumoraux. Le principe de cette thérapeutique est de prélever les lymphocytes T du patient, de les envoyer dans un laboratoire spécialisé qui va transformer ces lymphocytes T pour qu'ils possèdent les récepteurs reconnaissant les antigènes tumoraux des cellules cancéreuses. Car T signifie lymphocyte T avec récepteur antigénique chimérique. On réinjecte alors au patient ses propres lymphocytes T modifiés qui vont alors reconnaître puis détruire les cellules cancéreuses. Il s'agit malheureusement d'une technique extrêmement coûteuse qui reste donc assez peu utilisée à ce jour. Nous allons terminer cette séquence sur le phénotype immunitaire et son évolution au cours de la vie. On peut se demander quelles sont les caractéristiques du phénotype immunitaire d'un individu. On peut distinguer le phénotype immunitaire inné du phénotype immunitaire acquis. Le phénotype immunitaire inné, c'est-à-dire présent dès la naissance, est constitué de l'ensemble des leucocytes comme les monocytes, les granulocytes ou les lymphocytes, mais aussi les cellules dendritiques et les cellules de Langerhans. Dit d'une autre manière, il s'agit de l'ensemble des récepteurs présents à la surface des cellules immunitaires, capables de reconnaître une infinité d'antigènes. Le phénotype immunitaire acquis est quant à lui issu de l'immunité adaptative suite à la contamination de l'organisme par un élément pathogène. Il est donc propre à chaque individu. Il se développe au gré de la rencontre avec des antigènes particuliers. Il s'agit donc par exemple des clones de lymphocytes sensibilisés, c'est-à-dire ayant rencontré certains antigènes, des cellules tueuses et des plasmocytes spécifiques d'un antigène, ainsi que de tous les anticorps. Puisque l'individu naît avec un ensemble de lymphocytes d'une incroyable diversité, on peut se demander comment le système immunitaire produit des lymphocytes d'une immense diversité. En effet, les scientifiques se sont retrouvés face à un paradoxe immunitaire. La réaction immunitaire adaptative doit prendre en compte une grande diversité d'agents pathogènes, leur variabilité et leur évolution. Pour cela, le système immunitaire doit fabriquer des lymphocytes et des anticorps d'une immense diversité pour reconnaître et lutter contre cette immense diversité d'agents pathogènes. Cela soulève un paradoxe car le système immunitaire devrait mettre en jeu beaucoup plus de gènes que n'en comporte le génome humain. Quelle hypothèse pouvons-nous donc formuler pour expliquer un tel paradoxe génétique ? On ne peut pas envisager un modèle génétique dans lequel un gène code la fabrication d'un récepteur lymphocytaire ou d'un anticorps, car il faudrait beaucoup trop de gènes. En revanche, un modèle dans lequel quelques gènes peuvent se combiner les uns avec les autres donne une immense diversité de combinaisons possibles. Par analogie, c'est ce qu'il se passe avec le tirage du loto, car avec quelques numéros, on réalise une infinité de tirages possibles grâce à des combinaisons originales entre ces numéros. C'est ce que l'on observe pour les cellules immunitaires qui vont produire des récepteurs moléculaires à partir de la recombinaison de plusieurs gènes. Dans ces conditions, un dernier problème se pose aux scientifiques, car ces mécanismes génétiques originaux ont donc permis de créer des lymphocytes d'une infinie diversité, capables de reconnaître une infinité d'antigènes. Le problème, c'est que certains de ces lymphocytes doivent aussi reconnaître nos propres cellules et tenter de les détruire. Le système immunitaire doit donc éliminer tous les clones de cellules dites autoréactives. Sans entrer dans le détail, ce processus de sélection des cellules immunitaires se déroule soit dans le thymus pour les lymphocytes T, soit dans la moelle osseuse pour les lymphocytes B. Les lymphocytes créés sont présentés dans un premier temps en molécules du CMH ou HLA, caractéristiques de nos propres cellules, ce que l'on appelle parfois en immunologie les molécules du soi. Tous les lymphocytes qui ne reconnaissent pas nos marqueurs CMH sont éliminés par apoptose. Ensuite, une deuxième sélection s'opère sur la base de la reconnaissance des antigènes du soi, et toutes les cellules qui reconnaissent nos propres antigènes subissent une mort par apoptose.